l'été 1939, une grande enquête est lancée par l'université de Harvard auprès des exilés allemands pour qu'ils racontent l'Allemagne depuis que Hitler est devenu chancelier du Reich le 30 janvier 1933. Après avoir été témoin de la prise du pouvoir menée par la terreur en quelques semaines, ces Allemands de toute conviction et de toute confession vivent et observent la mise au pas que subit la société allemande tout entière. Cette enquête exceptionnelle, réalisée à chaud, nous fait entendre pour la première fois la voix de ces femmes, de ces hommes qui ont réussi à fuir à temps le pays des nazis. Mon nom est Max Reiner. J'ai la cinquantaine. J'étais un acteur de la vie politique et culturelle berlinoise jusqu'à ce que les nazis me considèrent avant tout comme juif. Quand Hitler apparaissait à la fenêtre ou sortait en voiture, une expression extatique illuminait les visages. Des hommes et des femmes de tous âges, des bourgeois comme des ouvriers, tous étaient croyants sans retenue, possédés par leur foi en Hitler, le Rédempteur. On se mit à entendre des expressions comme « Hitler est le vrai fils de Dieu, il nous est envoyé par Dieu », raconte la lycéenne Elisabeth Brach. Et lors d'une journée ensoleillée, les gens s'écriaient « Quel temps merveilleux! Un vrai temps de Hitler !» Je m'appelle Heinrich Krohmeier. Je suis protestant, mon épouse est juive. J'avais 33 ans en 1933. Ma carrière d'enseignant a été pénalisée par mon appartenance au Parti social-démocrate, qui a été interdit comme tous les autres partis politiques. Il m'est arrivé un jour de voir le Führer de très près. On ne percevait pas du tout cet air sévère qui le caractérisait sur les photos. Il avait presque un sourire embarrassé par l'ovation qu'on lui faisait. Lorsque Hitler apparaissait aux actualités et on ne pouvait pas aller au cinéma sans y avoir droit, je voyais toujours la même chose. Un petit joueur qui s'enivre des foules et de ses propres mots. Si une consigne était donnée, tout le monde la suivait sans discuter, raconte Karl Schwab. Si un référendum avait lieu, c'était toujours l'unanimité. Tout était spontané. La spontanéité était la règle et elle était magistralement orchestrée par M. Goebbels. Un exemple. Notre fille de 6 ans revient de l'école. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Les applaudissements spontanés, répond-elle. Le secours d'hiver récoltait des dons qui n'étaient pas absolument volontaires, rapporte Hetty Schiller, qui enseignait la psychologie à l'université Humboldt. Chaque donateur obtenait un reçu qu'il devait accrocher à sa porte, ce qui était un moyen très efficace d'encourager la générosité.
Max Moses Polke. J'avais 38 ans quand Hitler est arrivé au pouvoir. J'exerce la profession de notaire. Devoir accrocher le drapeau nazi aux fenêtres nous était vraiment insupportable, à nous, les Juifs. Mais si nous ne voulions pas courir le risque de passer pour des ennemis de la patrie, nous n'avions pas d'autre choix que de participer à cette mascarade collective. Nous sommes des ouvriers, mon époux et moi. Mon mari a été exclu du Parti communiste en 1932. En 1933, son entreprise l'a licencié en tant qu'ennemi de l'État à cause de ses origines juives. Nous vivions à Dresde. Je m'appelle Martha Levinson. Les nazis avaient voté une nouvelle loi. Aucun fonctionnaire ne pouvait être marié à un juif. Ma sœur, comme tous les fonctionnaires, dut déposer une déclaration sur l'appartenance raciale de sa famille. Elle fut licenciée du jour au lendemain, alors qu'elle travaillait depuis 12 ans dans l'administration. Elle ne reçut aucune aide. On lui dit qu'elle n'avait qu'à vivre des salaires qu'elle avait déjà touchés de l'État. Oskar Schwarz. Je suis le fils d'un commerçant juif qui faisait des affaires dans les Balkans. Je suis juriste. Mon entreprise était chargée de grands projets de construction pour l'État. Pour sauver sa peau, le patron essayait de se faire bien voir des nazis. Il décida de me licencier. Lors de notre entretien, il m'expliqua qu'il agissait uniquement par opportunisme. S'il arrivait que le Parti national-socialiste soit remplacé par un autre mouvement politique, mon licenciement devrait être considéré comme un simple congé. Le revenu de ma femme, qui travaillait dans une bibliothèque, ne suffisait pas pour nourrir ma famille. Je me suis retrouvée devant le néant le plus total. Je me présente, Alfred Hoppler. J'étais juge au tribunal administratif de Prusse. Élevé dans la foi protestante, j'ai appris à l'âge de 12 ans que j'avais des origines juives. D'après la nouvelle réglementation, j'avais le choix ou d'accepter un poste inférieur ou d'être mise à la retraite. Quand je me rendis à Berlin, auprès de mon administration, le directeur me reçut les larmes aux yeux. Il posa son bras sur mon épaule dans un geste de réconfort. Je ne pus m'empêcher de lui demander ce qu'il avait tenté pour nous défendre. Hélas, que pouvais-je faire? Cela n'aurait été qu'un coup d'épée dans l'eau. Mon nom est Franz Koch. En 1934, j'ai été arrêté pour raisons politiques. Les concierges se virent chargés de consigner les allées et venues des locataires. Une vieille femme vivait au rez-de-chaussée de notre immeuble. Elle n'était pas membre du Parti national-socialiste. C'est plutôt par bêtise qu'elle avait accepté un rôle de surveillance. Alors que j'étais déjà en camp de concentration, elle surveillait ma femme de très près.
quand celle-ci quittait la maison, quand elle revenait, qui nous rendait visite. Dans la conversation, elle continuait pourtant de se montrer très cordiale. En revenant de l'école, la petite Inge, la fille de mon coiffeur, nous a expliqué ce qu'on leur inculque, dit Hetty Schiller. D'abord, il y a l'État. Vous devez tout lui sacrifier. Les parents n'arrivent qu'ensuite. Si les intérêts de l'État sont en jeu, vous ne devez pas être du côté de vos parents. Là, un petit morveux rapporte au maître que son père se plaint toujours des interminables parades militaires. Cet homme pourrit maintenant en camp de concentration. Je m'appelle Edmund Heilpern. J'étais officier en 14-18. Ma fille était au lycée en 1933. Aujourd'hui, j'ai fait la révolution, me dit-elle un jour. Debout pendant 1 heure, nous avons dû chanter le Horst Wessel-Lied, l'hymne nazi. Mais j'ai remplacé les paroles par « Hitler crève, Hitler crève ». Le professeur passait dans les rangs en disant « Ça sonne faux ». Il nous épiait, mais il n'a rien compris. Il me semble que j'ai choisi le métier nécessitant le moins de force de caractère. Les professeurs tombent comme des arbres morts dans la tempête, explique Robert Broich, qui est un de leurs jeunes collègues. Il y a quelque temps, le Berliner Illustrierte a publié une photographie du professeur Bieberbach, le mathématicien en randonnée avec ses camarades de SA. Son éminent collègue, le professeur Deutsch, était encore d'extrême gauche il y a 1 an. Aujourd'hui, il est 100% nazi. Le grand philosophe Heidegger est lui aussi tombé raide dingue. Il est devenu recteur de l'université de Fribourg. Je suis la fondatrice de l'unique école Montessori d'Allemagne. Je m'appelle Toni Lessler. Je suis née en 1874. J'appartiens à une grande famille juive de banquiers. On m'a rapporté qu'à l'école primaire de la Pfalzburger Straße, on faisait venir les enfants avec les seaux d'eau, du savon et des grandes brosses pour qu'ils nettoient les chaises où les enfants juifs s'étaient assis. Contrairement aux autres, il devait disserter de questions jamais abordées en cours. Il était donc fatal qu'il n'obtienne plus de bonnes notes. Parallèlement à mon travail d'employé, j'ai entrepris des études de médecine, dit Ada Broga.
Un professeur qui occupait un poste important me raconta. C'est désespérant. Les élèves n'écoutent absolument pas. Ils ne pensent qu'aux jeunesses hitlériennes. Tout ce dont ils ont besoin, c'est leur chef qui le leur enseigne. Alors à quoi bon lire? Pourquoi apprendre les mathématiques? Et c'était la réalité. Les grandes écoles étaient dépeuplées. Un élan pour la science? Aucun. L'art? À quel art ces jeunes gens pouvaient-ils bien se former? À l'art des cartes postales que maîtrise le docteur Ziegler, le nouveau président de l'Académie des Arts? Ces jeunes feront de bons soldats, cela suffit. La femme allemande, nous enseignait-on, écrit la jeune Elisabeth Brasch, n'est pas faite pour le monde de la science, mais pour la cuisine et les marmites. Le devoir sacré d'une jeune fille est de se préparer à son futur mariage et à la maternité. Prenez garde aux femmes qui se croient plus intelligentes que leurs camarades masculins. Il ne faut plus torturer la jeune fille avec des choses que sa tête ne peut pas comprendre. À la place des classiques, nous lisions les discours de Hitler et de Göring, les discours de Goebbels sur la culture, Die Kultur, encore et encore. Karl Otto Thieme. Je suis né en 1902. Je suis universitaire et je faisais partie de la rédaction du magazine catholique Junge Front. Le sol se déroba sous nos pieds avec l'effondrement du monde intérieur à Hitler. Beaucoup d'Allemands voulaient quand même voir le bon côté des choses dans le maintien d'organisations d'entraide. Le bureau du travail, que je connaissais particulièrement bien, j'avais participé à ses débuts avant 1933, fut perverti par les nazis. Il devint le service du travail, un système forcé de recrutement de main-d'œuvre pour les buts de guerre. Des jeunes qui se promènent dans la campagne comme on le faisait, cela n'existe plus, dit Ada Borga. Le repos est une notion bien trop libérale. Nous devons nous en passer. À la place règne l'organisation de loisirs, Kraft durch Freude, KdF, la force par la joie. De villégiature, rapporte Alfred Hoppler, étaient assaillis par 1000 à 2000 personnes dont l'aspect tranchait sur celui des vacanciers habituels. Ils se retrouvaient avec leurs familles dans les cars, les trains ou les bateaux de la KdF. Chaque fournée restait une semaine avant d'être remplacée par une autre. Ainsi était-il permis à des gens travaillant durement de voyager, de se fortifier le corps et l'esprit au grand air.
C'est bien le genre de carotte qu'utilise un régime qui mène par le fouet. Je suis Eva Wiesper. J'appartiens à une famille de la bourgeoisie juive intellectuelle. Je suis actrice de cinéma. J'avais 25 ans à l'arrivée de Hitler. Avant, je pouvais mener ma vie comme je l'entendais. Pour moi, comme pour tous les Allemands, la liberté était sacro-sainte. C'est là la différence fondamentale entre l'avant et l'après-prise du pouvoir par les nazis. L'individu ne s'appartient plus. Les affaires les plus intimes, intellectuelles, professionnelles sont désormais toutes soumises au credo et au veto de l'État. Il n'y a plus de porte, plus de serrure. Casseroles, livres et lits sont offerts aux yeux de tous. Mon nom est Rudolf von Lenauer, architecte, catholique, sans engagement politique, divorcé, j'ai 27 ans. J'ai vécu à Philadelphie, puis en Amérique du Sud, en Chine et chez les moines du Tibet. Et je viens de revenir en Allemagne. Je pouvais m'estimer heureux de ne pas travailler dans une entreprise avec tous les discours à écouter en boucle à la radio, les célébrations, les messes du parti quasiment tous les soirs et le dimanche. Ces occupations incessantes, sous la surveillance des autres, les chefs, les collègues, avaient pour objet de polir l'apparence et l'intellect de chaque individu jusqu'à obtenir un éclat uniforme. Tout ce qui ne pliait pas ou ne s'écrasait pas lâchement devait être broyé, afin qu'il n'y ait qu'un peuple autour de son Führer. La vie était gâchée jusque dans la sphère privée. J'étais par exemple passionné de natation, dit encore Alfred Hoppe. Mais les lieux de baignade et les piscines étaient interdits aux Juifs. Quand je passais outre, j'étais toujours oppressé. Je redoutais qu'une connaissance puisse me voir et me dénoncer. Se livrer à une distraction si inoffensive, avec la peur au ventre d'être découvert comme un délinquant, ne procure plus aucun plaisir. Alors on laisse tomber. Ainsi, petit à petit, le paria se trouve même privé de la nature que Dieu nous a donnée. De même, était-il interdit aux Juifs d'entrer dans les restaurants au bord du beau lac de Havel.
Toute infraction pouvait suffire à vous envoyer en camp de concentration, ce qui signifiait d'interminables souffrances, voire la mort. Hans Kostalitz est mon nom. Je suis né à Breslau, dans une famille juive. Je suis responsable de boutique pour une chaîne de magasins. J'avais 31 ans en septembre 1935, quand furent promulguées les lois de Nuremberg. Maintenant, quiconque entretenait des relations avec des juifs en dehors des contraintes professionnelles risquait de lourdes sanctions. Au magasin, je ne parlais qu'en cas d'extrême nécessité avec Trude, notre vendeuse, qui correspondait en tout point à mon idéal féminin et que j'appelais la femme de mes rêves. Et c'est peut-être une chance que notre liaison ait pris fin depuis quelques mois. Ceux du personnel qui étaient nazis me considéraient toujours avec respect. Il y eut même plusieurs employés qui me serrèrent la main le jour du décret. Il était désormais inscrit dans la loi que les Juifs étaient des altérations biologiques, des êtres inférieurs. La catégorisation raciale des êtres humains, d'après leur pourcentage de sang juif, qu'il me plaît de comparer à une arithmétique du sang, suscita beaucoup de zèle chez les généalogistes de tout poil, écrit Alfred Hoppe. C'était difficile de se représenter ce que ça voulait dire un quart, une moitié, un tiers de non-à-rien, dit Frédéric Weil, qui est marchand de vin à Francfort. Plus d'un membre célèbre du parti dut rendre son uniforme avant de se faire qualifier de porc de juif par les jeunes de la SA et de la SS. Tous les fonctionnaires, les avocats, les notaires, les directeurs de banque, les fondés de pouvoir furent renvoyés s'ils avaient le malheur de trouver ne serait-ce qu'une grand-mère juive dans leur arbre généalogique. Parmi nos connaissances, une dame dont le père était juif fit tout son possible pour prouver que son père n'était pas son géniteur, ajoute Alfred Hoppe. Elle prétendit que sa mère, décédée, n'avait pas vraiment respecté la fidélité conjugale, qu'elle était le fruit d'une relation hors mariage. Elle préférait salir la mémoire de sa mère. D'après les lois de Nuremberg, poursuit Alfred Hoppe, les rapports sexuels entre personnes de races différentes étaient interdits, de même que l'emploi par des juifs de domestiques aryennes de moins de 45 ans. Depuis des années, nous avions à notre service une brave Bavaroise qui aimait beaucoup notre fille. Malheureusement, Maria n'avait que 44 ans.
lorsque nous lui annonçâmes que nous devions nous séparer d'elle au 1er janvier 1936, elle fit une crise de nerfs et pleura toute la nuit. Comme la loi prévoyait que le Führer pouvait accorder les dérogations, la pauvre fille expliqua combien j'étais digne de la patrie en insistant sur le bonheur qu'elle avait à travailler dans notre foyer. On ne peut plus allemand. Le soir de Noël, alors que nous avions déjà décoré le sapin, nous apprîmes le rejet de sa requête par un courrier type du ministère de l'Intérieur. Cela nous gâcha le réveillon. En 1935, j'avais 33 ans. J'étais infirmière à l'hôpital juif de Hambourg. Je m'appelle Anne-Marie Wolfram. Ma petite Eva eut la scarlatine et le docteur nous prescrivit un séjour en haute montagne. On choisit d'aller à Garmisch. À la propriétaire de l'auberge qui refusait de nous loger, je rétorquai: « C'est parce que nous sommes juives ?» Elle écarquilla les yeux. « Comment vous êtes juive? Dans ce cas-là, je vais bien réussir à vous libérer une petite chambre. » Nous fûmes traités comme des reines. Les gens de l'auberge étaient très religieux et se sentaient extrêmement blessés par l'attitude anti-chrétienne du parti. Aucun de nous n'avait été assez pessimiste pour imaginer que même les plus grands esprits de l'Allemagne, à des très rares exceptions, auraient si peu de courage, dit Joseph Lévy. Il est né en 1870, 10e enfant d'une famille juive très pieuse. Il enseignait dans différentes écoles juives et chrétiennes de Francfort. Il était cantor à la synagogue. Ils n'ont pas prononcé un mot pour exprimer leur dégoût devant toutes les horreurs qui se sont produites sous leurs yeux. Ils sont restés silencieux lorsque le droit allemand, la culture allemande, la dignité de l'Allemagne ont été piétinés. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, j'avais 55 ans, dit Frédéric Weil. Je viens d'une famille juive religieuse établie depuis le XIVe siècle en Allemagne. Le meilleur moyen d'accrocher le public paresseux d'esprit était le combat contre le bolchevisme et la haine des Juifs. Le bouche à oreille les désignait comme les coupables, non seulement de la guerre perdue, mais aussi du traité de Versailles, de l'abaissement du peuple allemand. La propagande réveillait les instincts les plus bas. La richesse des Juifs était le résultat du vol des fortunes allemandes, et on allait la leur reprendre. Du pain et des jeux, notre Rudolf von Lenauer, c'est l'exutoire éternel utilisé par les despotes, qu'il s'agisse du martyre des premiers chrétiens, de la chasse aux sorcières ou aujourd'hui de la persécution des Juifs. Rien ne change, si ce n'est l'année de la cage.
La machine chargée d'organiser la propagande fonctionnait à une allure frénétique, dit encore von Lenauer. Un rassemblement chassait l'autre. C'était une suite de spectacles, de défilés, de marches les jours fériés. Pour la fête du 1er mai, raconte Elisabeth Brasch, nous avons dû attendre que toutes les corporations qui défilaient dans le grand cortège aient fini de parader avant nous, métier après métier. Vêtus de longues robes blanches, nous escortâmes alors des groupes de Kraft durch Freude, l'organisation de loisirs du parti. Nous étions à moitié gelés. Je me présente, Ernst Marcos. Je suis quadragénaire. D'une famille juive férue de littérature et d'art, je suis avocat et notaire. La reconstruction, la communauté du peuple, sang et sol, les machinations judaïco-bolchevico-marxistes. Toutes ces phrases étaient utilisées avec la monotonie d'un moulin à prière. À cela s'ajoutent ces grands panneaux devant chaque chantier avec en grosses lettres « C'est au Führer que nous devons ces travaux ». Je ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme qui a affiché devant sa maison. C'est à notre grand-père que nous devons ces travaux. Je me suis débrouillée pour obtenir des places pour les manifestations géantes, raconte Rudolf von Lenauer. En tant qu'historien, je ne pouvais m'empêcher de m'amuser intérieurement quand on ressassait que tel ou tel phénomène avait une origine germanique très ancienne, que les Germains revendiquaient un droit de propriété qui remontait à des siècles. Même moi, j'étais ébranlée par les tonnerres d'applaudissements, les forêts de drapeaux, les chants guerriers. J'étais emportée par l'extase collective jusqu'à voir le vertige des croix gammées. Et puis, j'en ai eu assez. Il s'agit d'une hypnose de masse. Personne n'était mieux prédisposé à cela que l'Allemand ou le Prussien. Il voulait s'abandonner jusqu'à l'évanouissement, crier, hurler, souffrir et faire souffrir avec fanatisme, être enchaîné tout simplement, et que cette chaîne pénètre profondément sa chair. La radio diffusait toujours la même rengaine, raconte Hilde Koch, qui vit seule avec son petit garçon depuis que son mari a été interné dans un camp. À un moment, Göring dit d'un ton railleur « Notre révolution est la moins sanglante que le monde ait connue. On n'a pas touché à un seul cheveu de qui que ce soit. Et la presse internationale s'excite parce qu'on aurait peut-être molesté un youpin.
Une fois. C'était insupportable. La destruction de notre existence était le résultat de mesures diaboliques, écrit Joseph Lévy. Des arrestations arbitraires fondées sur des accusations absurdes et souvent des dénonciations anonymes avaient lieu de jour comme de nuit, dans les boutiques, dans les rues ou dans les trains. Aucun juif n'était plus en sécurité, nulle part. Mais ce qui se produisit dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 dépassa en horreur tout ce que l'on avait pu craindre. Le meurtre du secrétaire d'ambassade Vom Rath, tué à Paris par un juif polonais, fournit aux autorités l'occasion rêvée d'exercer contre tous les juifs allemands des représailles d'une violence extrême, rapporte Tony Lessler. C'est ainsi que survint, à travers toute l'Allemagne, ce que les nazis ont appelé Kristallnacht, la nuit de cristal. Notre bonne nous réveilla en pleine nuit. Elle criait « La synagogue est en flammes! La synagogue est en flammes !» Je décidai d'aller voir, raconte Siegfried Neumann. Il est né en 1900. Il est avocat et notaire. Quelques pompiers étaient là. Ils ne faisaient rien pour calmer l'incendie. 3 hommes, dont un SA, me virent. Ils m'attrapèrent et me traînèrent dans la rue devant la foule silencieuse jusqu'à la synagogue. Ils me donnaient des coups de pied dans la figure en criant « Jetez le juif dans les flammes !» Je parvins à m'échapper. Avocat à Nuremberg, Rudolf Bing raconte à son tour. Les magasins juifs avaient été vandalisés et leurs vitrines cassées. La plupart des appartements avaient été saccagés. Chez nous, les miroirs et la vaisselle avaient été brisés, les armoires renversées et éventrées. C'est à grand-peine que nous avons pu nous frayer un passage à travers les débris qui jonchaient le sol. L'une de nos amies était seule avec sa petite fille âgée de 3 ans. Après avoir tout cassé, les brutes ont fait irruption dans la chambre de la fillette et ont brisé sous ses yeux toutes ses poupées. En partant, ils ont dit à la mère « Tu feras bien d'aller noyer ta mioche dans le Jourdain. » La veille, ma femme avait reçu à la maison 3 amis. Le mari de l'une a été tué dans la nuit devant elle. Elle-même se trouvait à l'hôpital grièvement blessée au visage. Le mari de la 2e est entre la vie et la mort. Quant à l'époux de la 3e, il a été envoyé au camp de Dachau avec des centaines et des centaines d'autres. Dans son discours, raconte Käthe Wortriede, Goebbels annonça que les Juifs devraient payer eux-mêmes les dommages qu'ils avaient soi-disant provoqués. Quant aux compagnies d'assurance, elles verseraient à l'État les indemnités qui auraient dû revenir aux victimes.
C'était encore dans les rues que je me sentais le plus en sécurité, raconte Alfred Hoppe. J'errais avec ma femme des heures durant, sous la pluie, dans le brouillard, la nuit à travers le parc désolé du Tiergarten. À Berlin, on arrête des milliers de gens. Je marche toute la journée, écrit Hans Kostelitz, pour trouver une possibilité d'émigrer. J'attends des heures devant les consulats, le hollandais, le suisse, pour entendre encore et toujours pas d'autorisation de séjour. J'obtiens une réservation pour Shanghai. Pour recevoir un visa, je dois attendre que mon extrait de naissance arrive de Constance. Je vais d'agence de voyage en agence de voyage pour n'importe quelle destination. Je perds mon argent dans une escroquerie, j'échafaude des plans insensés. Il n'y a pas que les lourds impôts dont il faut s'acquitter, qui représentent entre 100 et 300% de la valeur des biens que l'on veut emporter, écrit Karl Schwab. Il y a aussi les inextricables démarches nécessaires à la constitution d'un dossier d'émigration. Autant le régime pousse les Juifs à émigrer, autant il fait tout pour leur rendre la vie impossible. Après avoir réussi à quitter l'Allemagne, il est difficile de comprendre son propre comportement face à ces monstruosités, écrit Fritz Goldberg, qui a pris un pseudonyme pour protéger sa mère et son frère qui sont restés. Mais tant que j'y vivais, je me sentais comme les autres. À chaque nouvelle mesure, j'éprouvais de l'horreur et je me disais que cela ne pouvait plus continuer. Et puis la vie quotidienne m'absorbait de nouveau, pris par le travail, par les choses à faire chaque jour, par ma famille, j'étais tenté d'occulter toujours davantage la réalité. Cette attitude fut portée à son comble par un de mes vieux parents. À chaque nouvelle loi, il réagissait stoïque par la même phrase qui était censée l'apaiser, lui et les autres. « Ils feront des exceptions », disait-il. « Ils feront des exceptions ». Nous nous bercions d'illusions. Il n'y eut plus d'exceptions. En 1934, Olga Lange part pour la Hollande, puis la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine. Karl Löwit s'est réfugié en Italie avant d'obtenir un poste au Japon. En 1935, Sibyl Pech émigre pour Londres, puis Chicago. Erich Dudek, libéré du camp de Saxe-Bourg, part en Tchécoslovaquie, puis en Autriche, en Suisse, en France, en Espagne, à Bruxelles. En 1936, Robert Broich embarque pour le Chili, puis les États-Unis. Kuno Fiedler part en Suisse, comme Karl Otto Thieme. En 1938, c'est au tour de Friedrich Reuss, de Hetty Schiller, de Hilde Koch et de son mari, de Edmund Heilpern, de Heinrich Kromayer, de Ernst Marcus, de fuir vers les États-Unis. Frédéric Weil part à l'été pour Strasbourg, puis Paris, puis New York. Eva Wiesbach arrive à Hollywood. Rudolf von Lenauer réussit à passer aux Pays-Bas, puis en Estonie, en Finlande, en Suède. En 1939, Rudolf Bing, Max Moses Polke, Max Reiner atteignent la Palestine. Martha Levinson s'installe au Danemark. Alfred Hoppe part aux États-Unis, comme Ida Fanny Lohe, Hertha Nattorf, Joseph Levi,
Fritz Goldberg, Tony Lessler. Elisabeth Brach y arrive en mai. Ada Burga est en Norvège, en Finlande, puis en Équateur. Après Amsterdam et Londres, Karl Schwab atteint Philadelphie. Käthe Fortriede part en Suisse. Oscar Schwarz pour Cuba, mais refoulé, émigre en Grande-Bretagne. Hans Kosterlitz arrive à Shanghai, comme Siegfried Neumann. Après la Hollande, Anne-Marie Wolfram et sa famille gagnent Southampton en route vers l'Amérique. La traversée de la mer Sainte dura 6 jours, écrit sa fille qui a 11 ans. J'appelle l'océan la mer Sainte, car il nous a conduits à la liberté. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti lorsque le bateau est entré dans New York et que les grands immeubles de Manhattan ont surgi devant nous.